Salut à tous. Voici une présentation de Shane Saint-Pierre. Vous pourrez le retrouver sur son canal Telegram Anti-Disinformation, dont vous trouverez le lien dans la description. Pour sa présentation, il s'appuie lui-même sur différents contenus et extraits de vidéos, alors je fais de mon mieux pour que la fluidité de l'écoute soit optimale entre ce qui est dit dans les contenus et ses propres commentaires. Je choisis d'enlever toute la bande-son de sa présentation pour plus de clarté auditive. On y retrouve, dans l'ordre, Austin Whitsitt avec Bob Noddle, Ewa Hannon, le dit franc-maçon et son tableau, et Vibes of Cosmos. Une belle synthèse. Je vous souhaite une bonne écoute. Je veux juste donner un avertissement général. Je sais que la plupart de ces choses ne conviennent pas à tout le monde. La plupart des gens pensent que nous devons nous en tenir soit à la science, soit au mythe, soit à la spiritualité, soit simplement à la Bible. Et mon avis personnel est qu'on comprend tout quand on passe par toutes les pistes. Je pense donc que la compréhension mythologique de notre monde aiderait nos entendements scientifiques, etc. Il se peut que je sois seule à avoir cet avis, mais sinon, je vous enjoins à cheminer avec moi. Et sinon, on se reverra de l'autre côté. J'adore cette partie. C'est juste un focus sur les aurores boréales et sur ce que nous pensons qu'elles sont. Regardez ça comme c'est beau. C'est comme si c'était l'éther en action. C'est ça que je pense que les avions attrapent, et que c'est sur ça qu'ils volent. Regardez ça. Donc ça, ce sont des timelapses accélérés. Il semblerait qu'elles soient toujours vertes, majestueuses. Elles sont toujours comme ça. Ça pulse. On a ici l'humain, d'accord? Donc même les gens ont ça. Il y a ce champ d'énergie toroïdale, et il semble qu'il mesure environ 1,80 m. Et c'est pour ça que je vous dis de vous mettre à cette distance des autres, parce que sinon ça commence à se mélanger. Quoi qu'il en soit, juste pour élucider ce point, c'est partout dans la nature. Et ceci est une sorte de petite représentation grossière de ce que certains appelleraient un atome. Bien sûr, l'atomisme est stupide, mais ce que je veux dire, c'est que selon mon évaluation, ils ont essentiellement dessiné un cercle autour d'un tore. Il n'y a rien de plus qu'un tore. Ils disent que l'atome est fait à 99,99% de vide. C'est une belle histoire. Et on dit que, entre guillemets, les pôles nord et sud sont positifs et négatifs, car tout, du macro au micro, est la même manifestation de l'énergie, telle que je le comprends. Ok, la plupart des gens ont vu cela. Il s'agit d'une ferrocelle, d'un aimant. Et en gros, pour essayer d'expliquer cela, c'est un peu contre-intuitif à beaucoup de gens. Plus un aimant est fort, plus le champ magnétique est petit. Beaucoup de gens penseraient que c'est le contraire. Et ils pensent que si on a un aimant très puissant, on aurait cet énorme champ magnétique. Mais ce n'est en réalité pas le cas. La principale source d'énergie, comme la grande majorité de l'énergie, est en fait la diélectricité, ou dans cette image à droite, le noir. C'est là où se trouve la puissance. La concentration de la puissance est dans ce noir. Et donc, plus vous avez de puissance, plus le champ magnétique est petit, ce qui est plutôt contre-intuitif. Et le plan d'inertie dialectique, là, la zone noire, est le plus communément appelé contre-espace, ok? Cela signifie que vous avez des lignes de force toroïdales, centripètes et centrifuges,
qui sortent et se manifestent dans le tor. Vous avez la force centripète qui est un peu comme la tornade qui descend au centre de celui-ci, et la force centrifuge qui va à l'extérieur. Elles se rejoignent à un moment donné. Mais ce point n'est pas évident dans notre domaine. Elles entrent donc dans une sorte de contre-domaine ou de contre-espace pour établir ce lien là où elles se conjuguent. En d'autres termes, leurs puissances entretiennent la relation. Pour ceux qui ne le savent pas, on dit qu'elles se conjuguent pour parler de la réciprocité conjuguée de relations inverses. C'est comme genre de la géométrie conjuguée, c'est-à-dire que si vous prenez un beignet et que vous le dessinez de l'intérieur, vous avez l'intérieur et ensuite vous avez le reste du beignet aussi. Donc cette image en haut à droite ici, disons que c'est comme si nous regardions la Terre d'en haut, de manière spéculative. Si vous regardez en bas à gauche, vous voyez cette ligne blanche où se trouve le plan d'inertie. Et si vous regardez en haut à droite, encore une fois, ce serait hypothétiquement si vous regardez la Terre. Et c'est peut-être pourquoi vous n'êtes pas autorisé à voler à moins de 800 km de chaque direction. Nous n'avons pas de carte précise, parce que vous n'avez pas un point central précis avec n'importe quel type de spécificité fondamentale. Et cela peut expliquer l'engouement des nazis et tout ça. Je veux donc juste que les gens gardent cela à l'esprit. Si vous regardez en haut à gauche, vous pouvez en quelque sorte voir, en théorie, ce qui engloberait la Terre. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que vous devez rassembler, où il y a des caractéristiques de type quadruple et des trucs comme ça. Mais juste pour élucider ce point, je voulais donner à chacun une visualisation. On pourrait faire toute une émission sur ce sujet. Ok, mais d'après moi, la diélectricité est l'éther au repos. Le magnétisme est l'éther en mouvement. Je pense que c'est pour moi le moyen le plus simple d'essayer d'expliquer aux gens. La diélectricité et le magnétisme ne sont pas deux choses différentes. Ce sont deux versions différentes de la même chose, ce qui signifie que le fond éthérique agit comme un fond énergétique, tel un médium. C'est comme la glace et l'eau, ce ne sont pas des choses différentes. Très bien, alors continuons. C'est donc la fameuse croix gammée, telle qu'elle a été créée. Je pense que beaucoup de gens savent que cela a été diabolisé. Et c'est drôle, comme nous avons parlé de la confrérie SS, de la cloche et du lien avec ce qu'il faisait réellement. De quoi était-il réellement obsédé? Je pense que je peux prononcer ces mots. En gros, il voulait surmonter la tromperie de la physique juive. Bien sûr, Einstein était un suprémaciste éthique, et comme nous l'avons vu, un leader, mais quoi qu'il en soit, ils l'ont essentiellement examiné. Et c'est pourquoi nous avons ce livre signé par environ 100 scientifiques combattant Einstein, disant qu'il démantelait efficacement la science, un monde de métaphysique et de mathémagie, et simplement détaché de la réalité. Je pense que c'est un peu ce que les nazis ont fait jusqu'à présent. Nous avons que des parties de l'histoire à tout moment, donc on va aller avec ce qu'on sait vraiment. Quoi qu'il en soit, la plupart des gens savent que cela semble être une représentation de la Grande Ourse. Et ce sont les 4 saisons qui se déplacent dans le ciel, d'accord? Je crois que tout le monde sait cela. Vous avez donc les 4 saisons, la Grande Ourse, dans différentes positions. C'est un symbole très ancien. Et encore une fois, elle a été diabolisée. Et tout cela est lié. Parce qu'ils ont supprimé le cadre fondamental pour l'interprétation réelle du monde physique et de l'énergie, de façon à nous enfermer dans la matière. Et c'est donc là que je pense que ça devient intéressant. Alors je suis en train d'examiner tout cela. La svastika est un morceau du soleil noir. Chacune de ses branches pourrait être une croix gammée disposée. Si vous l'étalez 3 fois, vous obtenez la chose. Le modèle géométrique est familier. C'est une sorte de présentation approximative, mais si vous deviez la superposer plusieurs fois, vous obtiendrez 12 lignes au total. Et c'est le symbole du soleil noir. D'accord? Je trouve donc cette partie très intrigante, où fondamentalement vous avez la même géométrie. Vous la superposez simplement plusieurs fois. Vous obtenez le soleil noir comme si la grande ourse n'était qu'une partie de l'hologramme magnétique qui représente la géométrie centrale du champ. J'espère que cela a du sens. Encore une fois, c'est une spéculation. Je suis encore vraiment en train d'y réfléchir, mais c'est intéressant. C'est peut-être aussi quelque chose auquel le symbole fait allusion, mais il n'a pas été mis en pleine lumière. C'est pour ceux qui ont des yeux pour voir, donc... Et tout le monde confond le soleil noir avec quelque chose qui se trouve dans le ciel, les lunes sombres, Raoult et Ketu, les corps supposés connus depuis longtemps et invisibles qui, selon eux, bloquent le soleil et provoquent des éclipses et tout ça. Ce n'est pas le soleil noir, même s'ils sont représentés comme des luminaires noirs. C'est pourquoi je pense qu'il y a une confusion, et je ne pense pas que ce soit à cela qu'on fait référence. Je pense que c'est un sous-produit du fait que le soleil noir est simplement la partie centrale du champ énergétique. Et puis ce sera la source centrale de toute énergie qui aboutit à une holographie magnétique ou à une projection
qui travaillerait de manière tangente à un certain type de conteneur, le firmament. Et une polarisation électromagnétique vous donnerait ce que nous observons comme des lumières dans le ciel. Et s'il y a un corps sombre là-haut, il semble que ce soit aussi, comme tout, un produit de la projection centrale. À mon avis, l'ésotérisme, comme la représentation des élites gnostiques, où la référence du soleil noir serait le centre de la surface. Et ce n'est pas comme une sphère physique que l'on peut lancer ou quelque chose comme ça. C'est une concentration de diélectricité. Il s'agit en fait d'un potentiel pur, réduit à un point concentré. Et la moitié supérieure du tore qui en sort ressemble en fait à un arbre. Voilà donc votre arbre de vie venant du centre. Alors là, il s'agit d'un groupe de rock célèbre appelé Soundgarden. Et ils ont une chanson intitulée Black Hole Sun, le soleil trou noir. Vous avez déjà entendu parler de ça? Soundgarden, ouais. Ils ont aussi une vidéo effrayante. Je pense donc que c'est un hommage à la connaissance ésotérique gnostique d'élite. Ok. Je pense que ces gars spéciaux qui entrent dans leur petit groupe avec leurs petits rituels et tout ça, c'est l'une des grandes connaissances qu'ils acquièrent. À mon avis, cela a à voir avec le trou noir, et donc je le balance parce que c'est une référence culturelle, ce qui est assez intriguant. Vous avez là le symbole jésuite, pas tout à fait le même. Mais je pense que nous pouvons nous tromper en pensant que leur obsession du culte du soleil n'est vouée qu'à ce luminaire que l'on voit dans le ciel, et que nous appelons soleil. C'est même éludé. Je pense que c'est une sorte de dualité. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de dualité dans la nature, mais une dualité de symbolisme. Quoi qu'il en soit, ce n'est que le symbole des jésuites, à prendre ou à laisser. Voici donc là où je veux en venir. Vous avez cette partie centrale, on la définit comme l'ouverture. Et ce serait comme la zone du trou noir de cette image de Ferrocelle que nous avons montrée. Et puis vous avez Polaris, puis les zones d'intersection du ciel, ce qui vous donnerait l'holographie magnétique ou la projection de ce que nous appelons le Soleil et la Lune. Je ne veux pas avoir à continuer à le dire, ce ne sont que des spéculations. C'est donc à cela que je pense qu'on peut faire allusion. Maintenant, vous avez déjà vu ce type de géométrie avec le symbole franc-maçon. Vous avez toujours entendu parler de l'œil qui voit tout étant référencé. Je n'ai pas eu le temps de mettre beaucoup de choses ici, mais ce qui est très intéressant, c'est que si vous prenez l'imagerie optique électrique, des sources radiantes, des météores, tous les météores proviennent des 6 mêmes endroits dans le ciel. Ce qui démystifie l'héliocentrisme là, d'accord? C'est récurrent. Elles proviennent toutes des mêmes sources radiantes dans le ciel. Eh bien, c'est très intriguant quand on pense à la décharge électrique et au fait qu'il s'agit d'un système électrique. Mais quand vous regardez l'image, ça forme une pyramide. Les sources radiantes réelles, puis l'image issue de l'imagerie électro-optique de l'énergie, forment cette structure pyramidale centrale au centre de la Terre qui monte puis rejoint Polaris. Et donc, spéculativement, c'est à cela que l'on fait référence lorsque vous voyez constamment la pyramide. Il y a cette concentration d'énergie pyramidale qui descend, et puis vous avez l'œil qui voit tout, qui est Polaris, ce qui en est absolument représentatif. Le fait que tous les météores proviennent de 6 endroits du ciel me frappe vraiment. C'est vraiment fou. Elles proviennent toutes des mêmes 6 points du ciel, ce qui invalide complètement l'héliocentrisme. Si vous descendez cette pyramide à la surface, alors bien sûr, vous pourriez la continuer jusqu'à l'endroit où vous voyez ce soleil noir ici. Pour le moment, je ne connais pas nécessairement exactement la représentation, car ce serait juste une sorte de trou noir dans cette zone d'ouverture. Et si vous descendez, y a-t-il une autre source? Probablement, ok. Et en gros, ce serait l'inverse de Polaris. Et bien sûr, c'est ma représentation du monde. Mais je pense qu'il est possible que le créateur, ou peut-être voulez-vous le décrire comme la force créatrice de toute chose, se trouve juste autour de Polaris, et que tout y soit central. Et bien sûr, comme ils ont une religion d'inversion, ils ont déifié le soleil noir. Bref, ce n'est que ma spéculation. Je pense que cette représentation le met assez bien en visualisation. Et si vous regardez simplement les symboles prémaçonniques, ils commenceront à avoir beaucoup plus de sens. Voyons ce que j'ai ensuite. Ouais, voici juste un tas de représentations différentes du type de visualisation que j'essaye de vous montrer. Et c'est simple. Il y a une tornade en gros qui traverse le centre de la surface de la Terre. On a tout un tas de choses là. C'est très intéressant. Et nous allons directement plonger dans Ewaranon, parce que je pense que c'est le fondement de ce que je pense et de ce que nous devons conclure par la suite. Cependant, je pense qu'Ewaranon a fait du bon travail en mettant cela en place du point de vue scientifique, donc... J'ai fortement modifié cela parce que c'était énorme et long. J'ai dû le tronquer complètement. J'en ai donc supprimé beaucoup, mais je pense que j'en ai gardé l'essentiel.
C'est dans l'appropriation et la diabolisation du symbole de la croix gammée que nous trouvons des éclairages très intéressants. L'existence d'une grande quantité de littérature historique et de symbolisme suggérant l'ouverture d'un vortex au centre de notre monde est trop répandue pour être une coïncidence. Nous avons déjà examiné une grande partie de cela auparavant, mais curieusement, dans les années précédentes et pendant la diabolisation complète et l'éradication de l'association de la croix gammée avec le vortex, nous trouvons des informations supplémentaires étonnantes concernant ce vortex central. Outre l'appropriation de la croix gammée comme emblème, les nazis étaient également obsédés par un symbole très similaire, celui du soleil noir. Avant la montée du régime nazi, il existait en Allemagne une société secrète occulte appelée Soul Society, parfois prononcée Thule, qui comptait des sous-factions en son sein. L'une de ces sous-sociétés, nous dit-on, était la Société du Soleil Noir. Influencée par les Rosicruciens et d'autres groupes hermétiques, la Société Thule a mis un accent particulier sur la supériorité d'une prétendue race aryenne dotée de pouvoirs mystiques innés. La Société Thule tire son nom d'un pays mythique du Nord. Dans la légende grecque, Thule était censée être la terre située le plus au nord. D'autres l'ont appelée Hyperborée. La société Thule croyait, nous dit-on, qu'une race plus ancienne, les Ariens, avait colonisé notre Terre et qu'ils étaient situés au centre de notre Terre creuse. L'amiral Byrd, l'explorateur militaire de l'Antarctique, a également fait référence à une Terre creuse avec une entrée au pôle Nord. La société Thor croyait également que le Soleil Noir était une grosse boule de prima materia qui existait au centre de la Terre et émettait un rayonnement sous forme d'énergie réelle. Cette énergie porte plusieurs noms. Certains l'ont appelée chi, lumière astrale, force odique ou orgone. Et là, on a une intervention de Shane qui dit « Ouais, je ne pense pas que j'adhère à quoi que ce soit de tout cela, mais j'aime le terme de lumière astrale. Je pense que cela correspond bien. Je ne sais pas pour l'orgone. » En 1933, le principal architecte de l'événement connu sous le nom d'Holocauste, Heinrich Himmler, a acquis le château de Wawelsburg, une merveilleuse pièce d'infrastructure et de technologie du vieux monde. Il aurait remodelé le château et, ce faisant, aurait imprimé le symbole du soleil noir sur le sol de marbre, dans la pièce qui allait devenir la salle du général. Notez le look tartarien. Une grande partie de ce qui fait surface concernant les sociétés secrètes allemandes avant et pendant le régime nazi est une désinformation délibérée, soigneusement contrôlée, dans le seul but de distraire et de diaboliser. La désinformation concernant ces sociétés a servi à alimenter davantage le programme OVNI et extraterrestre. Les contrôleurs de notre royaume ont dû s'approprier la croix gammée et éradiquer son association symbolique avec le vortex central électromagnétique et physique de la Terre. Si cette idée semble absurde et tirée par les cheveux, rappelez-vous simplement que la majorité de la population mondiale a déjà accepté qu'il existe une sorte de sphère sombre en dessous d'elle, agissant comme une source d'énergie électromagnétique de notre monde. L'héliocentrisme a convaincu de nombreuses personnes que, à l'intérieur de leur petite boule bleue, il existe un noyau sphérique de fer solide à une température de plus de 5000 degrés, leur propre soleil noir. Il est intéressant de noter qu'il ne représente jamais ce noyau de fer avec les associations habituelles de couleur noire ou gris foncé du métal dans leurs illustrations. Bien qu'il nous soit dit qu'il s'agit d'une sphère cristalline de fer solide. Ce qui est important maintenant, cependant, c'est que non seulement nous avons un autre exemple du concept d'un noyau noir au centre de notre royaume et une autre référence à un vortex central et à une ouverture, mais nous avons également une référence à l'énergie ou à ce que la société Thule appelait vril rayonnant à partir de cette ouverture. Et si tel est réellement le cas, nous disposons alors d'un modèle théorique dans lequel la formation du Soleil et de la Lune prend tout son sens. C'est comme la base de ce que nous devons modéliser. Les choses n'auront peut-être pas de sens au début, mais d'ici la fin, elles en auront. Commençons par le royaume et le firmament, puis une ouverture centrale. Et maintenant, incorporons notre monde connu tel que décrit sur la Lune par Sturgis. Et enfin, ajoutons la source ou la bobine électromagnétique en dessous. Qu'il s'agisse d'une roche magnétique ou d'une bobine électromagnétique, la source du champ magnétique de notre monde est située au centre et en dessous. Et toute source d'électromagnétisme intense produirait un fort rayonnement. Personne ne peut l'affirmer définitivement, mais il est fort probable que le plasma concentré que nous appelons Lune soit le résultat d'une forme unique de rayonnement similaire aux rayons X qui émanent de cette source via une ouverture ou un vortex. Des rayons X ou des faisceaux de rayonnement très puissants émaneraient selon les lois de la physique de ce vortex central en ligne droite divergente comme les rayons X et seraient également invisibles.
Les faisceaux divergents continueraient jusqu'à entrer en contact avec le firmament lui-même. Les faisceaux de rayons X diffèrent des faisceaux lumineux et n'ont pas tendance à se réfléchir. Les rayons X sont comme une forme de lumière surpuissante, et comme leurs longueurs d'onde sont plus courtes que celles de la lumière ordinaire, cela signifie que leur fréquence est beaucoup plus élevée. Pour cette raison, les rayons X peuvent traverser des objets, ce que la lumière ordinaire ne peut pas faire. Et cela signifie que les rayons X ne se réfléchissent pas facilement. Il n'existe pas beaucoup de matériaux qui réfléchissent, diffusent, réfractent ou redirigent les rayons X. Et même si je ne dis pas strictement que les rayons X en sont la cause, toute forme de faisceau de rayonnement puissant se comporterait de la même manière. Il existe des matériaux capables de réfléchir les rayons de haute énergie, et c'est un homme nommé Lawrence Bragg en 1913 qui a découvert cela. Les structures cristallines réfléchissent les rayons X. C'est vrai, les structures cristallines, un firmament cristallin. La réflexion de Bragg est utilisée, par exemple, pour focaliser la lumière monochromatique. Et il existe un appareil appelé monochromètre qui utilise des miroirs en cristal incurvés pour réfléchir les rayons X afin de focaliser la lumière monochromatique. Les monochromètres standards utilisent un prisme pour décomposer la lumière. Il s'agit d'une image très familière et Wikipédia l'affiche à la vue de tous. Il est désormais associé à un album de musique tristement célèbre. Quel est le titre de cet album ? Il nous signifie que nous sommes sur la bonne voie. Les faisceaux de rayonnement réfléchis par le firmament cristallin seraient probablement redirigés vers le bas et vers l'ionosphère au-dessus de nos têtes, la même ionosphère dans laquelle l'énergie électromagnétique éthérée était récupérée. C'est ici que les faisceaux convergeraient, se concentreraient et généreraient le phénomène de plasma que nous appelons la Lune. Si la Lune est un point de plasma concentré focalisé, alors cela doit se produire dans l'une des couches de l'ionosphère au-dessus de nous. Tous les différents gaz nobles internes de notre ionosphère apparaissent à différentes couches et altitudes. Et la chaîne intervient. Ouais, je ne suis pas sûre d'être d'accord à 100% avec ça, mais c'est une belle coïncidence si les couleurs s'alignent. Nous avons regardé comment celles-ci sont chargées par l'électromagnétisme du Soleil pour former le ciel plasma à une certaine altitude. Dans l'ionosphère, il y a 2 couches de néon et d'hélium gazeux. Il est probable que le Soleil se forme de la même manière au sein de ces couches. Après tout, l'hélium est linguistiquement très similaire à Hélios. Il est cependant probable que la Lune se soit formée au niveau d'altitude auquel le gaz krypton est présent. Tout est question de pression graduelle. Krypton est connu pour sa lumière blanche phosphorescente. Il est également utilisé pour créer du plasma non thermique ou froid, comme le démontrent les scientifiques contemporains qui développent aujourd'hui ce domaine. La principale raison pour laquelle la lumière de la Lune est froide et non chaude, comme celle du Soleil, n'est pas connue. Mais elle est probablement due à une polarité produite par leur interaction avec notre champ électromagnétique dans l'ionosphère. La Lune étant la polarité diélectrique négative de la charge positive du Soleil. Les cratères observés sur la Lune proviennent probablement de la génération de ce plasma. Il s'agit peut-être d'une sorte d'émulsion plasmatique qui présente une sorte de dégazage ou de bouillonnement, un peu comme nous le voyons avec les défauts de peinture à l'uréthane. Récemment, des théories bizarres ont émergé, selon lesquelles nous vivons dans l'un de ces cratères sur la Lune. La Lune est une sorte de plasma concentré phosphorescent et non un objet solide. Vous pouvez voir ici la formation de ce plasma et ses cratères. Il n'est pas solide. C'est une lumière, et c'est formidable car nous disposons d'un modèle très réaliste et fonctionnel de la formation de la Lune. Et c'est tellement important. Ils nous disent que notre pôle nord magnétique est distinct de ce qu'ils appellent le véritable nord magnétique. Notre pôle nord magnétique est en mouvement. Et comment est-ce possible ? Est-ce juste un autre de leurs mensonges ? Non, ce n'est pas le cas. C'est une demi-vérité. On nous raconte qu'au cours d'un siècle, le pôle nord magnétique s'est déplacé de son emplacement juste au-dessus du Canada, proche du Groenland, et est maintenant en route vers la Sibérie. Cela avance vite. Pourquoi ? Le symbole de la croix gammée et le soleil noir offrent quelques indices pour expliquer pourquoi. Depuis des années, les terraplanistes en sont venus à considérer le pôle nord magnétique et le pôle nord géographique comme synonymes. Ce n'est pas le cas. Comme vous le savez, la croix gammée symbolise le vortex, mais le soleil noir pousse son message symbolique plus loin. Le cercle central représente ici le noyau de fer, le soleil noir, ou ce que le Mercator fictif appelait le Rupes Negra. C'est ce dont on parlait plus tôt. Mais regardez de plus près. Il y a un autre anneau à l'extérieur du noyau central.
N'oubliez pas que le soleil noir est le noyau énergétique à l'intérieur du vortex. Et rappelez-vous également que dans le modèle héliocentrique, ils reconnaissent que le noyau terrestre est une sphère de fer solide, mais il existe également un noyau externe de fer liquide en fusion. Ils nous disent également que ce noyau externe liquide est responsable de la production de notre champ magnétique et de nos pôles en mouvement. C'est pourquoi le pôle bouge, car le champ magnétique n'émane pas du noyau solide, mais d'un noyau externe volatile. C'est ce que représente ici le deuxième cercle. Et c'est comme tout ce qui concerne l'héliocentrisme, tout ce que vous avez à faire est de faire preuve de bon sens et d'aplanir la courbe. Et les choses commencent à faire sens. Il n'y a pas de noyau externe sphérique, mais une sorte de bobine électromagnétique, peut-être même faite de fer en fusion, entourant le noyau solide central. Et Shen intervient. Ça, ce sont des spéculations incorrectes des Waranon. Au cœur, nous avons une ouverture de vortex, mais la véritable source d'énergie volatile se trouve en dessous. Le noyau central s'apparente à un cadran d'horloge centrale. Il est solide et reste fixe, et tout le reste bouge autour. Mais c'est aussi la clé de voûte de tout ce mouvement. Tout ce qui entoure notre monde bouge. Les étoiles au-dessus se déplacent, le soleil, la lune et le noyau électromagnétique externe sous nous. Et pendant tout ce temps, le terrain lui-même et le noyau solide central restent stationnaires. Et non seulement ce noyau externe se déplace et entraîne avec lui notre pôle nord magnétique, mais il est très probable qu'il se déplace conformément à la précession de l'équinoxe, au rythme des étoiles au-dessus lorsqu'elles quittent leur position fixe. C'est intéressant, non? Cette partie est super intéressante. Mais oui, il prétend qu'il nous faudrait des milliers et des milliers d'années pour vérifier tout cela, d'accord? Il nous faudrait environ 24 000 ans pour faire un de ces cercles. Ce qui signifie qu'il se déplace probablement de 30 degrés de la circonférence du royaume tous les 2160 ans. Le pôle nord magnétique se déplace lentement. Et c'est aussi naturel que le voyage concentrique du soleil et de la lune au-dessus de nous. Et c'est pourquoi le symbole du soleil noir est une roue à 12 rayons. Chaque rayon représente une constellation fixe du zodiaque. Chaque section est un âge individuel. Alors oui, la partie suivante, j'ai utilisé l'application de DevVice et j'ai fait exactement ce qu'elle me montrait. J'ai mis les étoiles, j'ai activé le soleil et la lune et j'ai superposé ce symbole exactement. Et vous verrez que cela correspond parfaitement au zodiaque. Et en fait, ces signes à croix gammée, pointant vers une direction, doivent imiter la direction des étoiles. Ils ne vacillent jamais. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Très bien, voilà donc les zodiaques. C'est aussi bien de voir la vitesse du soleil et de la lune par rapport aux étoiles. Vous voyez, cela va toujours dans cette direction et vous voyez que ça les coupe en parties égales. Peu importe comment vous la placez, elle s'aligne parfaitement et elle garde le mouvement et les 12 signes zodiacaux. Et il n'y a jamais de parallaxe. C'est beau, les amis. Alors je l'ai accéléré, j'ai commencé à cliquer au fil des mois et vous pouvez voir comment le soleil saute vers une nouvelle constellation. C'est comme ça qu'il apparaît. Je pense que je vais faire aller quelques années. Je suis déjà en 2023, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Et vous pouvez voir quel est le mouvement relatif du soleil et de la lune par rapport au zodiaque. Et je pensais que c'était un aspect vraiment cool de l'application, car rien d'autre ne fait vraiment voir cela. Et puis ça, c'est la fameuse vidéo. C'était la première fois que quelqu'un enregistrait ce modèle, cette idée. Tout le monde disait que ce type était franc-maçon. Il l'appelait le modèle franc-maçonnique de la Terre plane. Ok. Et j'ai ajouté tout un tas de visuels comme celui-ci qui apparaît. Vous voyez? Pourquoi faudrait-il d'abord dessiner une svastika? Je ne comprends pas, c'est drôle quand même.
Apparemment, celle-ci est un peu vieille. Elle est de 2017. Alors, voici une jolie superposition que j'ai trouvée pour montrer la géométrie. En quoi c'est une expression géométrique conjuguée? Si vous regardiez cela par le haut, vous auriez le champ toroïdal complet et la chose hyperbolique. Ils formeraient ensemble ce cercle, d'accord? Et tous les mouvements dont Austin parle toujours, la divergence centrifuge, la convergence centripète, tout se passe là. C'est un merveilleux visuel pour vous montrer exactement ce que sont ces concepts, d'accord? Et comment ils affectent le toroïdal et ce qu'ils décrivent réellement dans les champs toroïdaux, le vortex et la torsion sur les terres. C'est en fait le logo RCA d'il y a quelque temps, sur lequel ils aiment mettre des trucs. Eh bien, regardez, ils ont mis un plan diélectique dedans. C'est toujours en pleine face. Je pense donc que la relation est la suivante. Le Soleil est masculin et la Lune est féminine. Et puis je pense que Polaris est masculin et que le Soleil noir est féminin. Voilà donc les relations. Voici une belle image de ce à quoi ressemble le plan diélectrique avec les moitiés toroïdales supérieures et inférieures à partir des champs primaires. C'est l'une des meilleures explications de cet effet magnétique qu'il a certainement abordé. Dès qu'il a réalisé cette vidéo, ce modèle avait du sens. C'est donc une vidéo importante. Tout le monde devrait aller jeter un coup d'œil à The Primer Fields. Tout le monde. The Primer Fields sur Google. Allez-y. Et ça vient aussi de la carte allemande montrant la même chose et une de mon ami allemand montrant la même chose. Le même type de modèle avec une oscillation derrière. Si vous vous représentez ceci, une bobine en dessous, une bobine enroulée vers le haut, en remontant la bobine, elle oscillerait et ferait comme un petit cercle. Et c'est ce genre d'oscillation du mouvement dont nous parlons ici. Et j'ai ces magnifiques photos que j'ai balancées parce que j'ai pris le modèle qu'il dessine. J'ai mis l'équerre maçonnique, le compas, et je l'ai inversé. Et j'ai écrit « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » parce que j'en suis un grand partisan. C'est l'une des nombreuses significations de cette phrase et l'une des plus poignantes. En bas, à gauche, il y a un champ toroïdal, juste un motif toroïdal régulier que j'ai trouvé et que j'ai appliqué sur la Terre. Et si vous le regardez de haut en bas, il forme littéralement le logo du Soleil noir. C'est sous la forme naturelle du champ magnétique. Cela forme presque parfaitement ce logo. C'est incroyable, on le verra mieux plus tard. Mais je pense que c'est l'une des choses les plus cool à ce sujet.
C'est certainement la première fois, je pense, que je peux retracer la formation de ce modèle. Et puis les gens disent que c'est de la désinformation. Mais je pense que c'est comme deux vérités dans un mensonge, comme toujours. C'est le discernement que vous devez utiliser, d'accord? Comme les aurores boréales. Ils parlent littéralement d'aurores boréales à cause du soleil noir. Le soleil noir crée ces aurores boréales. Et c'est un peu ce à quoi je faisais allusion au début, parce que nous ne le savons pas vraiment. Nous savons que tout ce qui concerne le modèle héliocentrique est faux, que ce qu'ils disent est faux. Mais ils s'appuient sur la vérité, d'accord? Ils dispersent des pépites de vérité. Alors quand ils disent que c'est un champ magnétique, je pense que c'est vrai. D'une sphère telle qu'ils le disent, absolument pas. Je pense que c'est comme l'énergie cosmique de Dieu, rémanente, qui est la force qui maintient tout ensemble, car tout est électromagnétique et tout est électrostatique. Donc, si Dieu a créé cela, alors l'électrostatique est littéralement l'éther sous tension, pour maintenir tout ensemble, ce qui crée la matière et maintient les molécules ensemble, ce qui est la force de tout. Je trouve ça tellement beau. C'est un peu comme si tout était lié. Le prochain, c'est juste Vibes of Cosmos. C'est un modèle merveilleux avec quelques images de ma part, mais je pense que nous allons le lire car il contient beaucoup de textes. Le modèle de Vibes of Cosmos, je pense, est le seul qui possède un soleil et une lune non physiques. Et cela explique aussi en quelque sorte les éclipses et les phases de la lune. Je pense donc que le soleil noir est la source de tout. Je pense que la lune et le soleil sont comme des projections sources de toute énergie qui crée le soleil noir. Je pense que tout l'est. Cela ricoche depuis Polaris et tombe en cascade et crée les luminaires tels que nous les connaissons. C'est ce que je pense. Et ça, c'est Vibes of Cosmos qui montre la même chose. Sous la surface de la Terre se trouve le soleil noir qui est responsable de la création du soleil et de la lune. Les lumières polaires du soleil noir en dessous proviennent d'un grand trou au centre où se trouve le nord magnétique en hyperborée. Et ils l'ont dans ce motif oscillant de tricercle ci-dessous. C'est en quelque sorte une représentation différente de la bobine que j'expliquais plus tôt. Ça dit ceci, que le soleil noir se déplace vers le bas selon un mouvement de bobine, créant un champ électromagnétique dirigé du bas vers le haut. Son centre de mouvement est le nord magnétique. Polaris est fixe et se situe en haut du nord magnétique. Au sommet du plafond de notre champ toroïdal, le champ électromagnétique du soleil noir crée les étoiles comme reflets des grandes profondeurs et des points énergétiques de la Terre. Je pensais que c'était la chose la plus cool pour expliquer les étoiles. Le champ électromagnétique du soleil noir de Polaris crée les étoiles comme reflets des grandes profondeurs et des points énergétiques de la Terre. Je ne sais pas comment le prouver, mais je pense que c'est une façon merveilleusement poétique que de décrire les étoiles ainsi. Il est dit que le centre de la Terre n'est pas le centre du champ magnétique, tout comme le véritable cercle de la constellation. Cela va dans le sens de ce qu'Ewarannon disait à ce sujet. Alors ça dit que le diamètre du mouvement du soleil noir change, ce qui rend tout le temps le champ électromagnétique dynamique. Donc ça tourne en rond de haut en bas. Et c'est probablement ce qui détermine les saisons du soleil. Si le soleil change de vitesse et élève et abaisse réellement son altitude entre les saisons, cela est marqué et connu et pas vraiment contesté. C'est une manière d'expliquer cela avec un soleil et une lune non physiques, ce qui, encore une fois, est définitivement ce que je pense. Parlons de reflets. Votre observation réfléchie est la suivante. Comment voyez-vous la moitié de la Lune dans le ciel bleu clair? Pourquoi n'est-il pas noir? S'il s'agit d'un objet réel, cette partie que vous ne pouvez pas voir ne devrait-elle pas être noire parce qu'elle est obscurcie par son propre blocage de la lumière? Parce qu'en fait, si vous regardez la Lune se déplacer dans le ciel tous les 28 jours pendant la journée, pourquoi l'autre partie n'est-elle pas noire? Oui, parce que ce n'est pas physiquement là, c'est une projection. Il est donc écrit: sur notre plafond toroïdal à l'endroit où est Polaris, il y a une réfraction en sens inverse de l'énergie cosmique qui vient du soleil noir. La réfraction sépare l'énergie cosmique en énergie positive, qui crée le soleil, et en négative, qui crée la lune, en dessous de l'endroit où se concentrent les énergies réfractives. C'est la seule façon dont je pourrais l'expliquer, parce que comme nous le voyons, quand vous obtenez une interférence destructrice, cela devrait les éliminer tous les deux. Mais parce que vous subissez un type particulier d'interférence destructrice, vous ne faites disparaître que le positif, d'accord? Ainsi, la Lune est effacée chaque fois qu'elle interfère avec le Soleil, et seule la Lune est effacée. Ainsi, comme il est dit, la réfraction positive de l'énergie cosmique fonctionne comme une limite pour la réfraction négative, lorsque ces réfractions sont proches. C'est pour cette raison que nous avons les phases de la Lune.
C'est pourquoi il y a une relation avec la différence de constellation entre le Soleil et la Lune et les phases de la Lune. Et ici, si vous pouvez le voir, le champ toroïdal régulier est incliné de haut en bas. Et je vous l'ai mis là pour vous donner un semblant. À un moment, il va apparaître et afficher le logo du Soleil noir, exactement au milieu de ce modèle de champ magnétique créé, dit naturel. C'est incroyable. Cela décrit donc, je lis, la réfraction de forme conique qui crée le Soleil. Le positif est sur la même constellation que la réfraction qui crée la Lune, le négatif. Le premier neutralise le second. C'est de cette façon que nous avons la nouvelle Lune. Le Soleil et la Lune sont des projections du Soleil noir, des projections sources et non des réfractions. Le Soleil est définitivement unique pour chaque observateur. Chaque rayon crépusculaire unique à chaque observateur. Magnetic Flutter a fait cette expérience où ils ont pris l'angle d'azimut et l'élévation chaque jour pendant 1 an. Et puis ils l'ont tracé et ils ont obtenu une vue différente pour chaque jour. Ils l'ont relevé pour chaque observation, donc littéralement c'est personnel pour l'observateur. Et je pense que cela le prouve. Mais cela indiquerait également que tout cela est tout à fait personnel pour l'observateur, d'accord ? Donc si vous avez ce faisceau d'énergie astrale cosmique venant du milieu, cela crée la force de l'électromagnétisme remontant vers Polaris. Cela provoque une sorte de réfraction à partir de genres de firmament, qu'il s'agisse de cristal ou de couches condensées, de métal, peu importe. Et parce que nous ne savons pas quelle est la réaction, ce qui la diffracte en positif ou négatif. Et comme je l'ai dit, c'est de la spéculation totale, d'accord ? Je ne suis même pas sûre d'avoir les données scientifiques pour étayer cela et savoir comment cela fonctionnerait, mais cela me semble logique. Il est dit qu'à cause de cette réfraction dynamique, chaque jour, il y a une position différente entre ces réfractions de forme conique et de cette manière, cela crée les phases de la Lune. C'est pourquoi vous obtenez l'intercédence conique que vous obtenez lorsque vous obtenez une phase de Lune. Et ça dit ensuite en bas que lorsque ces réfractions sont opposées, il n'y a pas de neutralisation. Ainsi, quand elles restent plus éloignées du Soleil, c'est le seul cas où vous avez la pleine Lune. Et à mesure que la réfraction du Soleil se rapproche à nouveau, nous avons le reste des phases de la Lune jusqu'à la nouvelle Lune. Tout se résume à la projection. Qui est le projecteur ? Est-ce aléatoire ? Cela n'en a pas l'air. Pour moi, cela ressemble à un projecteur au design très complexe. Et j'ai ajouté quelques superpositions toroïdales. C'est tout ce que j'ai fait pour que ça ait l'air cool. Mais oui, c'est l'un des premiers modèles que j'ai vus et cela me semble logique. C'est celui que je peux unifier intuitivement, selon lequel le Soleil et la Lune ne sont pas des objets physiques. Alors comment avoir les phases de Lune si ces astres ne sont pas physiques? Qu'est-ce qui se passe là, d'accord? C'était un énorme problème pour moi. C'est donc une explication qui relie les choses, même si certes elle est un peu floue. Je veux dire, je comprends. Et ce modèle correspond exactement aux Écritures, à 100%. Alors il est dit que l'angle d'incidence diminue. Nous avons le premier quartier de Lune, et dans ce cas, la réfraction conique du Soleil cache la moitié de la réfraction de la Lune depuis la gauche. Et si nous sommes sur la trajectoire nord de la Lune ou sur la droite, si nous étions au sud, lorsque l'axe de la face de la Lune est Y, elle est verticale par rapport à l'horizon. C'est une description vraiment nulle qu'il nous a fait. Mais cela dit simplement que lorsque l'angle d'intercédence est conique comme ça, alors vous obtenez 3/4, demi et quart, selon de combien le blanc obscurcit le jaune, si vous voyez ce que je veux dire. Ainsi, chaque fois qu'ils intercèdent, la Lune est affectée et non le Soleil, car il s'agit d'un type d'interférence appelée interférence destructrice. D'accord ? Vous savez que nous dirions que les étoiles sont de la sonoluminescence. C'est une sorte d'interférence constructive. C'est ça la sonoluminescence, une interférence constructive. Ainsi, une interférence destructrice se produirait lorsque quelque chose est créé de nouveau, comme si l'un était complètement effacé. Et encore une fois, cela a du sens pour moi, même si c'est à la limite de la science.
Comme je l'ai dit, c'est la seule théorie avec un soleil et une lune non physique qui explique les phases de la lune, les phases de tout ça. Voici une autre représentation de la même chose, sauf que je pense qu'elle est trompeuse, car ils disent que l'hélios, le soleil, est le masculin et que son féminin est le trou noir. Comme je l'ai déjà dit, le soleil noir, c'est le féminin de Polaris, qu'ils appellent là le jet astral. Le féminin du soleil, c'est la lune. Et c'est un mème merveilleux que j'ai trouvé et qui l'explique vraiment. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. C'est à peu de choses près ce champ toroïdal sur la Terre plane et à quoi il ressemblerait. Si vous regardez la trajectoire du soleil et de la lune, vous vous trouvez littéralement dans la zone de retournement toroïdal, dans la zone d'inversion qui crée ce que sont les tropiques. Bien sûr, c'est une coïncidence. Alors, que pensons-nous que les aurores boréales sont? Et c'est par ça que j'ai commencé. Que sont les aurores boréales, vraiment? Et je pense que quand il faut réfléchir à ce que c'est réellement et à ce que cela représente, c'est un peu mystifiant. Si comme, selon la Genèse, la lumière a été créée avant les luminaires, cela n'a aucun sens. J'ai mis quelques références bibliques. Alors, écoutons cela. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Alors, comment avoir de la lumière avant les luminaires? Je pense que vous créez le soleil noir, la source de lumière, puis vous créez les réfractions ou les produits de cette lumière réfractés par le firmament. Et encore une fois, toujours vert. L'électromagnétisme est vert, le milieu de l'arc-en-ciel est vert, le point d'inversion, le vert. Et de quel chakra s'agit-il? Celui du cœur. Donc voilà. Alors, celui-là dit, c'est un mème qui résume ce qu'on appelle le soleil noir ou le smoky god. Toute vie sur Terre nécessite de l'électromagnétisme pour vivre. Comme nous le savons, tout est intrinsèquement électrostatique. Il jaillit du sol dans le nord et permet à l'électromagnétisme d'entrer directement dans notre royaume. Les aurores boréales sont le faisceau d'électromagnétisme qui se lève, c'est ce qu'ils mettent. J'aimerais dire que c'est, vous savez, le jet astral de Dieu qui scintille, et il imite littéralement le chemin toroïdal de la force magnétique qui soutient tout dans ce royaume. Et c'est le faisceau ascendant de l'électromagnétisme qui s'écrase sur le dôme, rebondit et s'étend, et à ce moment-là, pour moi, crée littéralement les luminaires, crée le soleil et la lune, crée les étoiles, crée toutes les autres planètes et tout ça. J'espère que ça vous aura plu. Personnellement, je trouve ça merveilleux et je suis très heureuse de vous le partager. Et je vous dis à très bientôt.